Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cubewave. Aujourd'hui, on va parler donc de livres et de livres que j'aurais aimé connaître quand j'étais plus jeune. Alors attention, quand je dis jeune, je parle pas forcément que de l'âge, mais on va dire que jeune aussi de manière entrepreneuriale, même si souvent les deux sont un peu liés. Mais c'est des livres qui sont très, très intéressants et qui vous aideront en tout cas, si vous êtes nouveau, si vous êtes jeune, si vous avez jamais fait de business avant, bah, à comprendre certains fondamentaux, comment certaines choses fonctionnent et vous allez pouvoir, commencer avec, un meilleur équilibre, j'ai envie de dire. Alors, moi je l'ai fait aussi sous forme de blog, donc vous pourrez accéder, à la page, en description, enfin le lien sera en description et vous pourrez voir ça de votre côté ou le relire ou sauvegarder comme vous voulez. OK? Donc moi je l'ai appelé aussi, les 7 livres qui vous feront gagner 10 ans. Donc l'un ou l'autre, c'est une question de goût, mais bon, pour YouTube, j'ai voulu changer un petit peu le titre, mais en gros l'idée est toujours là. C'est les meilleurs livres que qu'on puisse, connaître, enfin qu'on puisse, découvrir quand on débute en business. OK? Donc on va commencer tout de suite par le premier, qui est donc The Lean Startup d'Eric Rice. C'est un livre qui à la base est beaucoup plus porté sur tout ce qui est startup, etc. Donc c'est pas vraiment un livre qui a été pensé pour les business ordinaires. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce livre a quand même des fondamentaux qui sont du bon sens absolu, qu'on a un peu perdu de nos jours, enfin en tout cas de nos jours, depuis qu'il a été écrit, même si il est pas tout jeune le livre. Mais certains fondamentaux où en fait, on va essayer de d'écarter tout ce qui est, compliqué, tout ce qui peut prendre beaucoup de temps, tout ce qui fait que les choses deviennent plus difficilement accessibles, ou en tout cas où on accède difficilement à une certaine forme de vérité. Et selon, Eric Rice et même, beaucoup de monde derrière depuis, enfin tous ceux qui ont pu le lire ou même, plein de boîtes que vous connaissez qui ont été montées via ce modèle, c'est qu'en gros, le but, c'est d'aller le plus vite possible à l'essentiel et de tester la forme la plus simple de ce qu'on veut créer. Donc, pour vous donner un exemple, pour le coup, ici, il parle beaucoup de Dropbox. Donc, Dropbox, c'était une boîte un peu à la Google Drive où on pouvait stocker des fichiers. C'est d'ailleurs même le premier qui a inventé ce concept. Le truc, c'est qu'à l'époque, pouvoir monter une structure pareille et une technologie pareille, ça demandait énormément d'argent. On parle, je crois, des années 2000, un peu plus que je pense peut-être 2008, 2007, je sais plus exactement, faudrait vérifier. Et donc en fait, ce que le créateur a fait pour valider l'hypothèse, c'est tout simplement de faire une vidéo qui était totalement fake. C'est-à-dire, il a fait un montage en vidéo pour illustrer ce qu'il voulait créer. Et ensuite, il a mis en place un système d'email où les gens s'inscrivaient pour accéder à la bêta et tester le truc. Ce qui lui a permis en fait de recevoir, je sais pas, des centaines de milliers ou des dizaines de milliers d'emails de personnes qui étaient ultra motivées à tester. Du coup, il a pu voir des investisseurs qui, eux, ont financé le projet parce qu'il y avait une vraie demande. Et il était sûr de pouvoir réaliser le projet. C'est seulement que c'était extrêmement sensible et on pouvait pas se permettre de perdre les fichiers des gens. Donc, il fallait une structure qui soit robuste et sûre. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a plein d'autres, hein. Des façons en fait de tester une idée sans forcément se trop réfléchir en fait au produit, à faire des business plans, des trucs comme ça. En fait, dans ce livre, il va vraiment vous expliquer plein de choses sur comment, en termes de philosophie, aller droit au but. Et donc, moi, je vous ai mis trois principes qui sont ceux du livre. Maintenant, si vous voulez accéder au livre, vous pouvez l'acheter sur Amazon ou peu importe. Vous avez aussi le résumé sur Cubewave. Donc, c'est un résumé de 15-20 minutes, je sais plus exactement. Ah non, il y est pas encore, mais prochainement, il va bientôt arriver. Donc là, il va être disponible prochainement. Mais en tout cas, voilà. Normalement, à un moment donné, il sera disponible sur Cubewave. Donc là, vous aurez la version résumée. Mais voilà. Donc les principes que je disais, c'était votre première idée est probablement la mauvaise. Donc ça veut dire tout simplement que une fois que vous allez lancer quelque chose, il y a peu de chances que ça fonctionne et c'est ok, d'accord. On n'est pas Mozart du premier coup. Donc il faut une certaine forme d'entraînement, il faut une certaine forme de tolérance à l'échec et à tester des trucs. Ensuite, le deuxième principe, c'est de tester vaut mieux que planifier. Et souvent, c'est vrai que la planification crée de l'analyse, de la réflexion, ce qui va immobiliser le projet parce que bah il faut réfléchir à ci, à ça, et machin, comment voilà, il faut planifier, je le mets où, je le mets comment, je fais quoi, je fais ci en premier, ça en deuxième. Non, on limite au maximum la planification, on va à une idée droite au but et on la teste et là on va avoir une réponse positive ou négative, mais en tout cas ça donne un peu comme une boussole le sens de la direction qu'il faut prendre.
Et le troisième principe, c'est que l'échec rapide est une forme de succès. Alors là, ça va être plus d'une manière mathématique, dans le sens où zéro ou un ou 2 ou 4, c'est une forme de réponse. Qu'elle soit positive ou négative, c'est une forme de réponse. Comme je vous disais, ça vous donne la direction à prendre par rapport à une boussole. OK? Ensuite, donc, le deuxième, ça va être The 100 Startup. Alors là aussi, encore une fois, ça rentre un petit peu dans l'idée des startups, mais là encore, pas forcément en réalité dans le sens philosophique en termes de business. Même lui, en termes de livres, il parle vraiment aussi pas mal de compétences, de choses qui sont un peu plus, comment dire, moins technologiques. Et ça fait en sorte que ça devient beaucoup plus accessible pour la majorité des gens qui veulent lancer leur business. Donc, c'est un livre vraiment qui va être porté sur comment lancer ton business avec le moins d'oseille possible. Et d'une certaine mesure, il a raison, je suis totalement d'accord, dans le sens où un business qui va être lancé peut ne pas avoir, ou dans la grande majorité des cas, ne pas avoir besoin d'argent. Mais c'est pas le cas dans tout, malheureusement. Il y a certains cas, je sais pas si dans tout ce qui est laboratoire et qu'il te faut voilà des recherches, des trucs, là c'est un peu plus compliqué. Tu peux pas valider comme ça un produit et le mettre sur le marché, c'est pas possible. Par contre, dans bien des cas, je sais pas, tu veux devenir un monteur vidéo ou tu veux monter une agence de monteurs vidéo, par exemple. Eh bien là, c'est une compétence. Tu l'apprends, tu prends un nom de domaine, tu fais un site, voilà, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de faire et du coup, tu peux avoir une forme de visibilité en ligne. Tu peux mettre un Stripe aussi de nos jours ou peu importe le processeur de paiement, un PayPal et cetera et tout de suite commencer à encaisser. D'ailleurs, tu as même des banques Revolut qui te permettent de faire des paiements en ligne, un peu comme Stripe. Donc en fait, la distance entre ton idée et ce que tu veux faire est relativement courte et t'as pas besoin vraiment de beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est un des livres qui, avec un autre dont je parlerai tout à l'heure un petit peu, enfin juste après, qui a mis en avant tout le côté business web, automatisation, création de valeur de manière décorrélée du temps avec des voies digitales, etc. Donc c'est vraiment un super livre de ce côté-là. Vraiment avec de très bonnes bases. Et donc il présente plein de, euh, de business qui ont été faits, etc. Tout ce qui peut être formation, cours, coaching, accompagnement, service, etc. Vraiment, c'est relativement cool. D'accord. Donc le livre en soi, il va parler de, j'ai mis toujours 3 points. Après, bon, voilà, une compétence plus un besoin égale un business. C'est ce que je vous disais juste avant. Pas besoin des fois d'aller beaucoup plus loin que ça. En tout cas, si au début tu veux faire un truc relativement simple et commencer juste à te prouver voilà que bah, il y a des gens qui payent quoi dans la vie, donc ça marche, il y a pas de problème. Du coup, ça va te rationaliser toute la suite de ton cheminement, de ton développement, avec une forme de OK, donc il y a des gens qui payent pour mes services ou pour mes produits ou pour ceci ou pour cela. Ensuite, 100 $ suffisent pour tester n'importe quelle idée. Ça, encore une fois, je suis pas trop d'accord sur tout, mais dans une énorme majorité des cas, c'est extrêmement faisable et je suis totalement OK. La troisième, c'est l'action vaut mieux que la préparation à l'infini. Donc là aussi, oui, effectivement, euh, l'action va te permettre d'avoir des réponses très rapidement, de si ça marche pas, et voire même d'avoir des réponses qui ne sont différentes de ce que tu imaginais à la base. Donc voilà, ça c'était le deuxième livre. Le troisième livre, ça va être La semaine de 4 heures de Timothy Ferris. Là, je crois que c'est un... Ah non, c'est pas le premier livre que j'ai lu en business à l'époque, parce que c'est un vieux livre, hein, il est sorti en 2007, je crois. Non, le premier c'était Guy Kawasaki, je crois que c'était Start, je sais plus quoi. Enfin bref, c'est pas très important. Euh, La semaine de 4 heures, pourquoi il est utile et intéressant à lire, surtout de nos jours, même s'il est un peu vieux lui aussi, hein, donc c'est un livre vraiment qui date. C'est parce qu'en fait, il va te mettre dans l'idée et dans la compréhension que l'automatisation, que le fait d'utiliser des plateformes plus grosses que toi à ton avantage, euh, peut être une forme et un moyen pour toi de grossir très vite et de déléguer pas mal de choses. En fait, ce livre, il est vraiment posé pour faire en sorte que que ton business soit au service de ta vie et pas l'inverse.
Il va te permettre en fait de comprendre qu'il y a de l'automatisation que tu peux utiliser. Encore plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et des outils comme N8N ou Make ou d'autres, qui sont des outils en ligne qui connectent les outils entre eux, qui permettent d'automatiser des chaînes de, d'événements ou de choses. Donc ça te fait gagner énormément de temps et ça t'automatise à un certain volume. Ensuite, tu vas avoir toute la partie grossir aussi sur le dos des autres, notamment Timothy Ferris à l'époque, il vendait des trucs sur Amazon, je sais plus c'était quoi, et donc il avait utilisé Amazon qui lui était ouvert, je crois que c'était en 2006 que Amazon FBA est sorti, c'est-à-dire qu'en gros on pouvait vendre sur Amazon en tant que vendeur particulier, enfin particulier dans le sens euh, voilà, on se met sur la marketplace et on vend nos produits. Donc il utilisait ça et ça lui toute la distribution, surtout en 2006 avec Amazon, c'était Amazon qui la faisait, etc. Et tout aussi de l'infrastructure qu'il a pensé au niveau des VA, donc des virtual assistants. C'est un des premiers mecs à expliquer vraiment que utiliser des assistants virtuels dans différents pays, payés pas trop cher, faisait autant le travail que des gens en Amérique payés 15 fois, 20 fois plus cher. Et donc, il a mis tout ça en avant et ça a créé avec un certain boom quand même. Il a vraiment explosé avec ce livre. Toute une philosophie autour du business et de comment acquérir des clients et comment automatiser, comment se faciliter la vie pour justement profiter plus de la vie que de travailler dans son business. Et donc, les points essentiels du livre, encore une fois, il y en a 3. Le temps passé n'est pas égal à la valeur créée. C'est pas parce que tu travailles plus dur que tu gagnes plus d'argent. Des fois même, c'est le contraire. L'automatisation peut multiplier votre efficacité par 10, donc mettre beaucoup plus d'efficience dans ce que tu fais pour avoir un retour extrêmement élevé. Les mini-retraites valent mieux qu'attendre 65 ans, donc là, basique. Ok. J'aurais rajouté aussi, je crois que je l'ai mis en dessous. Ouais, voilà, les 20-80. Il a vraiment mis beaucoup l'accent sur le 20-80. 20% des actions ou 20% des choses que tu fais apportent 80% de la valeur et des résultats souhaités. Donc, se concentrer un maximum sur les 20% qui rapportent les 80%. Voilà, c'est un truc aussi qu'il a pas mal démocratisé dans ce livre. Alors, on va passer maintenant au prochain. Ça va être donc Zero to One de Peter Thiel. Là aussi, c'est un, c'est un, comment dire, un livre beaucoup plus porté sur tout ce qui est start-up, mais pour ceux qui veulent faire des trucs un peu gros, qui ont voilà, une vision bien plus large et qui ont des idées qui leur paraissent ou qu'ils ont envie d'aller le pousser le plus loin possible, vraiment avec des ambitions très grandes, ce livre donne pas mal de pistes et pas mal de réflexions intéressantes, euh, notamment tout ce qui est au niveau de la concurrence. Selon Peter Thiel, la concurrence est destructrice de profit, alors que les business, on va dire, de monopole sont créateurs de profit. Et donc pour lui, un des moyens de devenir ce qu'il appelle en monopole bienveillant, même si le mot bienveillant, je suis pas très fan, parce que ça c'est ni bon ni mauvais, mais un monopole reste un monopole et les impacts l'un ou d'un sens ou d'un autre peuvent être extrêmement impactants. Mais bref. Donc, comme je disais, les monopoles, eux, fournissent beaucoup de profits et il met en avant, par exemple, un exemple qui est de toutes les compagnies aériennes génèrent énormément d'argent en termes de chiffre d'affaires, mais par contre, en termes de profit, ils sont ras des pâquerettes parce qu'en fait, ils dépensent énormément en publicité, ils dépensent énormément en avantages, en communication, en réduction, en offres, etc., pour pouvoir acquérir le maximum de clients. Parce que d'une compagnie à une autre, la différenciation n'est plus si grosse que ça. Que tu voles sur une compagnie ou une autre, ça va être plus le prix qui va déterminer quelle compagnie tu vas prendre. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à un certain niveau de d'opportunités, de coûts, d'investissements qui ont été déjà faits. Et donc maintenant, ça va être très difficile en fait d'aller chercher de la croissance en se différenciant. Parce qu'à part ça, il y a, je sais pas, c'est peut-être remettre le Concorde et faire des distances beaucoup plus rapidement. Peut-être ça pourrait créer une forme de monopole si c'était remis sur le marché. Mais je crois pas que ça va être remis sur le marché. Alors que dans l'exemple, il parle aussi de Google en termes de monopole dans le search. Et donc maintenant, c'est un peu moins le cas avec l'IA et ChatGPT et compagnie. Mais à l'époque, faut vous remettre ne serait-ce qu'il y a quelques années,
eh ben, quand on avait besoin d'une réponse, on allait sur Google et quand on allait sur Google, on avait v'là les pubs, quoi. On avait 4 pubs, plus la pub, des produits en horizontal, enfin voilà, c'était vraiment, et ils vendaient ça à prix d'or. Google, je sais plus exactement, mais on parle de plusieurs centaines de milliards, par année de de, de bénéfices, je crois, hein. Je sais plus si c'est des bénéfices ou ouais, si de bénéfices, je crois. Enfin, je sais plus. Bref, peu importe, mais en tout cas, c'est monstrueux en termes de revenus. C'est complètement hors sol. Et donc ce livre parle un peu de ces sujets-là, de ces business un peu monopolistiques, et il essaye d'expliquer comment y arriver, sa vision des choses par rapport à ça. Et il faut comprendre que Peter Thiel, c'est pas n'importe qui non plus. C'est quand même le cofondateur de PayPal avec Elon Musk. Derrière, c'est aussi le premier investisseur chez Facebook, donc faut avoir l'œil. C'est aussi le fondateur et je crois qu'il dirige Palantir, donc qui s'occupe des données et de tout ce qui est intelligence et data pour les États-Unis et pour l'armée américaine notamment et toutes les organisations qui en découlent. Euh, c'est un investisseur dans plein de boîtes. Il a fait avec Elon Musk la PayPal Mafia. Donc tous ceux qui ont travaillé chez PayPal, enfin un grand nombre, ont fait des succès gigantesques comme YouTube. Un autre il a fait LinkedIn, l'autre il a fait je sais pas quoi, Yelp, etc. Donc c'est pas n'importe qui. Et ils ont des philosophies et des idées bien spécifiques sur le sujet. Et ils ont, en tout cas, Peter Thiel a bien démontré qu'il connaissait son sujet et que ce qu'il disait était pouvait être très pertinent. Et j'avoue que le livre est très intéressant. Ok. Ensuite, on va passer au prochain. D'ailleurs, petite info, il est disponible sur Cubewave et vous avez aussi celui-ci qui est disponible sur Cubewave, donc la semaine de 4 heures, en résumé audio, hein. Ensuite, donc le cinquième, c'est The Emis, donc de Michael Gerber. Alors lui, ça va être un livre qui va être très intéressant pour prendre conscience et pas faire l'erreur de vous créer un job dans votre boîte plutôt que de créer votre boîte. D'accord? La différence, c'est un peu comme quand tu crées ton business, bah du coup tu marches et de l'autre côté tu as un escalator, tu vois. C'est un peu l'idée. Si tu crées ton business, bah, c'est toi qui marches. Si tu crées une entreprise, bah, c'est l'escalator qui t'aide à avancer. Ça t'emmène d'un point A à un point B. Tu vois, donc c'est un peu ça l'idée. Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont créer en fait un business non, c'est vrai que c'est beaucoup des freelances. Mais après, c'est ok, hein, faut juste en avoir conscience. C'est pas que c'est mal, mais je pense que si tu quittes un job ou si tu te lances dans un, dans un, dans un business, c'est pour à un moment donné prendre de la hauteur, créer une agence, quelque chose qui puisse à un moment donné rouler un peu sans toi. Et donc, c'est important de comprendre que faut garder un temps pour la vraie raison pour laquelle tu veux entreprendre, c'est-à-dire à un moment donné avoir une boîte qui est au service de ta vie et pas l'inverse. Donc ça, c'est vraiment une des choses à comprendre. Il parle aussi, donc je vais citer directement les 3 points, ça va être plus simple. Être irremplaçable, ça aussi c'est un point qui est intéressant dans son livre, c'est que ça devient une faiblesse et pas une force, tout simplement parce que à ce moment-là, le jour où tu pars en vacances, admettons, tu as une agence. Alors on revient sur l'agence parce que c'est relativement simple. Si tu es le meilleur vendeur de ton agence, c'est toi qui ramènes tous les deals, tu sais le vendre, tu sais, voilà, t'as cette facilité-là qui fait que tu ramènes beaucoup de clients. Bah, c'est vrai que derrière, tu peux engager des gens pour faire le boulot, tu peux avoir une infrastructure, etc. Mais le jour où tu pars en vacances, il n'y a plus de clients. Ou le jour où tu vends, bah, t'as pas de clients, t'as plus de clients. Et donc, forcément, les gens vont comprendre que c'est toi qui ramènes tous les deals. Bah, si tu pars, j'ai plus de deals. Donc, en gros, ça va être une usure perpétuelle jusqu'à la mort de l'agence. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, les gens partent, les gens ne restent pas indéfiniment, que ça soit une agence ou ailleurs. Il y a un moment donné où les gens changent, arrêtent eux-mêmes leur business ou peu importe ce qui va se passer, mais à un moment donné, il y a une déperdition. Donc, si tu es la force qui ramène de nouveaux clients, bah, du coup, tu es irremplaçable. Si tu es irremplaçable, ça veut dire que tu es bloqué avec ton business. Tu peux pas faire un an en tour du monde, tu n'as pas un business qui est au service de ta vie. Tu travailles toujours à l'intérieur d'une structure, même si elle t'appartient. Et donc, en gros, tu en as tous les inconvénients quelque part d'un côté.
OK. Et le troisième, c'est confondre travail acharné et travail intelligent. Là encore, ça revient un petit peu à ce que disait, Timothy Ferry juste au-dessus. En gros, c'est pas parce que tu travailles comme un forcené que forcément tu vas avoir des résultats, qui sont en proportion. C'est comme, creuser pour savoir s'il y a des mines d'or sous tes pieds et de l'autre côté utiliser des outils, analyser, comprendre et creuser directement au bon endroit. Vaut mieux réfléchir et chercher où creuser et trouver et savoir où trouver les bonnes opportunités que plutôt creuser à chaque fois dans un peu partout avec avec un côté extrêmement aléatoire et un risque en temps, en argent, en santé, en tout ce que tu veux. Donc c'est voilà, c'est un livre très intéressant aussi de ce point de vue-là, The Miss. Et non, c'est pas le dernier livre, c'est le sixième, The Good Grit de Jim Collins. Alors lui, c'est un livre aussi qui ressemble un peu à celui d'avant, où il va parler de certains concepts en termes business, notamment les trois principes. Je vais le faire tout de suite. Le concept du hérisson. Donc là, ça va être plutôt sur quoi tu peux être meilleur que les autres et que ça soit naturel et facile pour toi, pour miser tout dessus afin de créer une différenciation qui soit relativement visible et énorme pour les gens pour les gens qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Ça te permettra de maximiser tes forces et de minimiser tes faiblesses. Très intéressant. C'est vraiment donc ça peut être un avantage concurrentiel, ça peut être une compétence, ça peut être quelque chose de bien spécifique, mais c'est quelque chose qui va te rendre unique et te rendre meilleur que les autres. Ensuite, il parle de d'abord qui, ensuite quoi. Donc ça, c'est un peu sa façon d'expliquer que mieux vaut avoir une équipe avec un bon état d'esprit, avec peut-être moins de compétences, plutôt qu'avoir des gens ultra compétents mais qui n'ont pas en fait la bonne culture, le bon état d'esprit. Le fait est que la compétence, elle peut s'acquérir. Tu peux avoir des gens qui apprennent à faire ce qu'ils doivent faire. Par contre, quelqu'un qui sait faire quelque chose, c'est difficile de lui faire changer son état d'esprit, sa façon, sa philosophie de vie et de comment voir les choses. Il est né comme ça, il est comme ça. S'il doit changer, il changera par lui-même. Mais ça peut, à l'intérieur d'une équipe, créer des frictions, créer des problèmes, un désalignement avec tout le monde. Et du coup, ça peut vraiment avoir un impact extrêmement négatif. Donc, privilégier toujours l'état d'esprit, l'équipe, plus que la compétence, même si c'est quand même important, ça rentre dans ligne de compte, mais pas au détriment de l'état d'esprit et de l'esprit d'équipe que ça peut provoquer. La troisième point, la réalité brutale et la foi inébranlable, plus la foi inébranlable égale succès. Donc là, ce qu'ils essaient de dire, alors lui, c'était par rapport à une explication de quelqu'un qui s'était fait attraper, je crois que c'était à la guerre du Vietnam, un militaire. Bref, je vais pas faire l'explication, mais en gros, c'est de comprendre en fait que quand il faut faire face à la réalité telle qu'elle est, donc être ultra lucide sur qu'est-ce qui se passe là maintenant et les impacts que ça a et ce qui va se passer tout en gardant la foi qu'on va trouver une solution et qu'on va réussir à surmonter la situation ou le problème. C'est ce qui va permettre de tenir sur le long terme et de laisser le temps de trouver ou de créer le succès. Donc voilà, ça c'est très intéressant comme livre aussi. Donc bien sûr, les livres sont beaucoup plus complets, mais j'essaye de faire au mieux avec le temps imparti. Et normalement, il devrait être aussi disponible bientôt sur Coopwave. Je sais pas exactement quand, mais je vais faire en sorte. J'ai beaucoup de livres, donc ça prend un peu de temps. Ensuite, le dernier livre, donc The Hard Thing About Hard Things de Ben Horowitz, un investisseur et d'ailleurs un entrepreneur de la première heure d'Internet. Je crois que c'est lui qui a fait Netscape, si je me trompe pas, c'est le premier navigateur web. Très très gros entrepreneur aussi. Et donc lui, il va vraiment te dire il va te parler en gros de c'est quoi la réalité d'un entrepreneur en soi et surtout face à des questions que tu peux te poser où tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas trop si c'est bien, si c'est pas bien. En gros, il t'explique que douter, c'est normal en fait. Il n'y a pas de secret. Tu es sûr que quand tu es sûr, pas avant. Donc, faut apprendre à vivre avec et c'est ok. Que les décisions sont difficiles au quotidien. Ça, je suis pas totalement d'accord parce que ça dépend des business, ça dépend des trucs. Aujourd'hui, il y a quand même des gens qui montent des business sur Internet typiquement qui sont un peu moins compliqués en termes de décision
que d'autres. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais je pense que c'était une autre époque et ce qu'il voulait dire, c'est aussi avec une autre, avec des business beaucoup plus gros peut-être. Mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et le troisième, c'est l'échec fait partie intégrante du succès. Donc ça, c'est comme les autres livres aussi le disent, mais aussi beaucoup de gens. Le fait est d'échouer sur un truc, ça te permet de savoir que c'est pas la bonne direction. Et quand tu réussis, c'est que c'est là où il faut continuer à avancer. Donc voilà, c'est tout simplement comme une boussole. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les livres que je vous conseille de lire et de connaître. C'est surtout si vous êtes jeune ou débutant ou jeune entrepreneur ou jeune business man, je sais pas comment on peut dire, peu importe. C'est des livres qui sont très très intéressants à connaître et à lire. Et voilà. Si vous voulez les avoir en résumé, il y en a quelques-uns qui sont déjà disponibles sur Coopwave. Si vous préférez les lire en livre, etc., bah, c'est aussi très cool. Hein, c'est des super livres. Donc, je peux que vous les recommander. Donc voilà, voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.